Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos, profitez-en bien, ça durera moins longtemps que les contributions. Je continue à le dire, mais j'y crois de moins en moins. T'as qu'à croire, Grégoire. T'as qu'à croire, Edouard. Alors, ce soir, dans 6 heures, même pas 6 heures maintenant, 5h55, hop, fini 97. Entre nous, on va pas la regretter. Sauf que, quand même, 98, je vous ferai remarquer, chers amis, que 1998, c'est 3 fois 666. Vous avez remarqué ça, André? Causez dans le micro, ça vous ferez Je mieux. veux bien. Donc vous n'aviez pas remarqué? Non, pas du tout. Eh ben voilà. Même moi qui suis pas très matheux, 3 fois 666, 1998. Eh bon. Eh bien. Et en plus, trois fois la bête. Et pour tout arranger, il y aura 3 vendredis 13 dans l'année. Ah bon? Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de rigoler. Il n'y aura pas 13 lunes aussi? Je sais pas, j'ai pas pensé à regarder. Et puis Chirac à l'Élysée. Allez, donc. Mais non, il va démissionner. Ah bon, bien ça tout va. le monde lui explique Oui, le on va en général parler. de Gaulle. Bon. On va en parler. Je voudrais remercier les nombreux auditeurs qui m'écrivent, mais je voudrais dire une chose quand même, c'est que quand j'ouvre une enveloppe, d'abord avant d'ouvrir l'enveloppe, je regarde au dos pour voir s'il y a une adresse, pour voir si je garde l'enveloppe ou pas. Parce que s'il y a une adresse, je la garde pour pouvoir répondre. Je réponds pas toujours dans la demi-heure qui suit, mais autant que possible, j'essaie de répondre. Et puis ensuite, j'ouvre l'enveloppe et je tire la lettre qui est contenue dans cette enveloppe. Si l'enveloppe ne porte pas d'adresse, je la jette. Et la première chose que je regarde, c'est en haut à gauche de la lettre s'il y a un nom et une adresse, et en bas à droite de la lettre s'il y a une signature. Et ça c'est un principe qui m'a coûté parfois, parce qu'on a quand même envie, la curiosité joue, mais par principe, toute lettre non signée, non adressée, va directement à la poubelle. Alors je voudrais dire aux auteurs de lettres anonymes que c'est pas la peine qu'ils usent de l'encre et des timbres et des enveloppes et du papier. Je ne lis pas les lettres anonymes. Parce que, pour une raison d'hygiène personnelle, parce que en général les lettres anonymes sont désagréables, et comme j'ai déjà assez d'occasions d'éprouver les désagréments de l'existence, je trouve que c'est pas utile d'en rajouter. Donc je signale aux auteurs des lettres anonymes que leur lettre va immédiatement au panier sans jamais être lue. Voilà. Ça pourra leur faire économiser, encore une fois, des enveloppes, des timbres, du papier et des stylos. Là, j'ai une lettre qui n'est pas anonyme, mais je ne dirai pas le nom de son signataire parce qu'il me demande d'observer la discrétion, étant donné que c'est un détenu qui me dit des choses tout à fait passionnantes sur les conditions de détention à la suite de l'émission que nous avions fait avec le docteur Dor. Et il nous dit, sans mettre en cause l'action du docteur Dor qui est juste, je voudrais parler un peu des conditions d'emprisonnement en général et en particulier dans la région parisienne. Le docteur Dor a eu de la chance, si l'on peut dire, de visiter Bois d'Arcy, visiter entre guillemets, qui, comme il le précisait, est de construction récente. Par contre, s'il avait visité, même brièvement, Fresnes, La Santé, Melun ou Fleury-Mérogis, il ne nous aurait pas fait part de la même appréciation. Même Fleury, qui date des années 60, en hiver, chauffage inexistant, humidité, infiltration, fuite d'eau, douche collective crasseuse, avec mouches, champignons, écoulement bouché. Ce sont en théorie des hommes d'entretien qui sont chargés de les nettoyer. Point de suspension. Infirmerie nulle. Il faut des jours pour consulter. Et pour consulter, il faut tomber raide et être vu. C'est-à-dire qu'on s'aperçoive que vous êtes tombé raide, apparemment. Pas de dentiste. Pour les urgences, se débrouiller seul ou patienter. Il ne fait pas bon être malade en détention à Fleury. N'en pouvant plus, certains s'arrachent les dents eux-mêmes. En 1993, il y avait eu des cas de tuberculose. À Fresnes et La Santé, dans certains bas quartiers, gare aux rats, des gros rats qui remontent par la conduite des WC. En hiver, on se gèle, en été, par contre, on crève de chaleur, et lorsqu'on ouvre la petite fenêtre, c'est pour entendre tout le répertoire des radios, alors là, il y a un mot que j'arrive pas à lire, et de leurs propriétaires qui s'interpellent en hurlant, bien sûr, pour communiquer entre eux d'un bâtiment à l'autre, ou dans le même bâtiment. Ensuite, il y a 2 ou 3 croyants qui envoient des prières à fond les manettes. Là, on est dans un autre monde, et où alors là, un mot que j'arrive pas à lire, ne représente que 10 à 15%. Si un jour une émeute grave éclate à Fleury,
nous autres pauvres 10 à 15% ne pèserons pas lourd. Et je ne vais pas lire toute cette lettre qui est longue, mais qui est tout à fait édifiante sur la situation. Si je peux glisser un petit souvenir, bien sûr. À l'époque où je fréquentais assidûment le cabinet d'instruction d'Alain Simon, et où il devenait possible que je fusse interné, d'ailleurs j'ai été tout de même condamné à 6 mois de prison, avec sursis. Et Alain Simon m'avait dit, vous savez, Fleury-Mérogis, c'est comme un petit hôtel gentil en Bretagne. Alors je vois que depuis... Je crois que dans le temps, les juges d'instruction devaient faire un petit séjour d'une journée ou 2 jours en prison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe Je ne sais encore? pas. Il me semble me souvenir, ou alors est-ce que c'était... Je sais qu'on a dit récemment qu'il devrait le faire. Mais il faut dire une chose. Ce que raconte cet auditeur qui me dit qu'effectivement, comme je l'avais déjà indiqué, la radio Courtoisie était pas mal écoutée en prison. Je pense que effectivement, ils doivent zapper, si j'ose dire, sur la fréquence, sur la modulation de fréquence. Et puis, de temps en temps, ils doivent se changer les idées en écoutant une radio qui n'est pas tout à fait comme les autres, il faut bien le dire. Mais si j'en crois ce que raconte cet auditeur... vous avez vu ce qu'a dit le PDG, l'ex-PDG d'Elf quand il est sorti. Comment s'appelle-t-il déjà, l'homme au double nom? Oui, c'est un trou. Donc, bon, moi aussi. Je vois qu'il voulait dire. Non, mais on trouvera. Non, c'est pas Pino Valenciano. Non, ça va nous revenir. Ça nous Non. reviendra forcément. Oui. Mais naturellement, au moment où on pose la question, les neurones se déconnectent. Eh oui. Oui, qui racontait qu'il y avait des actes absolument Que épouvantables. les jeunes détenus se faisaient immédiatement sodomiser, etc. Ouais. Ouais. Voilà, alors, c'est pour dire que, bien sûr, moi je suis pas de ceux qui pensent que les gens vont en prison parce qu'ils n'ont rien fait, mais je suis pas de ceux non plus qui pensent que, sous prétexte qu'on est privé de liberté, il faut aussi être privé du minimum de vie décente. Et je pense qu'il faudrait peut-être penser d'abord à ceux qui sont, mais la pensée ça sert pas à grand chose, peut-être essayer de faire quelque chose pour que la vie en prison soit un peu plus supportable, d'autant que c'est le moment de s'en occuper, puisque étant donné la tournure que prennent les choses, c'est pas du tout exclu qu'on s'y retrouve tous prochainement. J'ajouterais qu'un des effets positifs de la pourriture du monde politique à l'heure actuelle, c'est que des gens comme Tapie, Noir, Carignon, Mouillot et bien d'autres vont en prison et découvrent la réalité du système carcéral, et peut-être que petit à petit ça amènera les hommes politiques à envisager une réforme du système carcéral en se disant que eux aussi finalement risquent de s'y retrouver un jour et que c'est pas plus mal qu'ils rendent ça un peu plus supportable. Nos auditeurs savent tout, le floc Prigent. Voilà, le floc Prigent, bien sûr. J'étais sûr qu'on aurait 2000 appels pour nous le dire. Alors vous savez que la mode, la tradition du 31 décembre. D'abord, je présente mes invités, André Figueras, que vous avez entendu, et puis Monsieur Serre. Alors, Monsieur Serre, très modestement, sur sa fiche biographique, indique cafetier buraliste, c'est ça? Alors, vous verrez pourquoi j'invite un cafetier buraliste, mais je vais vous le dire en 2 mots tout de suite, c'est que Monsieur Serre est effectivement cafetier buraliste, mais il est le propriétaire d'un des cafés les plus stupéfiants de Paris, probablement, d'un café bureau de tabac les plus stupéfiants de Paris, qui s'appelle les Templiers, qui, sauf erreur de ma part, est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. 65 jours par an, de 6 heures du matin à 2 heures du matin. À 2 heures du matin. Vous fermez quand même de 2 à 6. À 2 heures du matin. Oui, ça vous donne 4 heures pour dormir à peu près. Oui, nous n'avons pas eu l'autorisation d'être c'est ça. ouverte. Alors c'est une maison, c'est une espèce de caverne d'Ali Baba de la tradition templière et monarchique. Il doit y avoir à peu près 250 effigies de Louis XVI, 230 effigies de Jeanne d'Arc, des gravures, c'est un endroit extraordinaire. On mange très bien, je le signale. Oui, c'est extrêmement bon. Il y a un vin qui est une pure merveille. Alors là, je précise qu'il n'est pas à un prix de café. Hein. C'est un vin cher. La cuvée royale qui est faite avec des vignes qui ont 250 ans, qui n'ont pas été touchées par le phylloxéra, et donc c'est ce qui reste du vin français.
Et c'est magnifique. Et c'est un vin magnifique, oui. Qui donne un goût entre un Pomerol et un Bourgogne, alors que ce n'est qu'une côte du Rhône, mais qui est élevée d'une manière phénoménale. Alors il faut aller dans cet endroit, c'est vraiment un endroit extraordinaire, où on est reçu. Alors il y a un bureau PMU, il y a des clochards qui passent, il y a des gens bien. Enfin, ça ne veut pas dire que les clochards soient pas des gens bien, d'ailleurs. C'est souvent des gens bien. C'est un mélange étonnant. Alors, on rencontre des jeunes monarchistes, légitimistes, bien entendu. Enfin, si les autres veulent venir, on pourra peut-être essayer de leur remettre les idées en place. Monsieur Serre s'en occupera. Et puis, on peut parler de la tradition templière parce que Monsieur Serre est un érudit de la question. Accessoirement, c'est un bibliophile, mais au sens du contenu des livres, c'est-à-dire qu'il a une bibliothèque prodigieuse, avec des livres dont je pense que même la Bibliothèque nationale ne les a pas. Il faut peut-être pas le dire. Parce qu'il y a beaucoup de livres que la BN n'a pas. Hein, des incunables, des choses... Bon, on parlera de ça tout à l'heure, on parlera de la tradition templière et de sa survivance actuelle en dehors de la médiatisation des sectes et autres calembredaines. Alors, je disais donc que pour l'année, en début d'année, il est de mode de faire des prévisions, des prophéties, des pronostications. Donc moi, je me suis dit que j'allais faire comme tout le monde, j'allais faire des pronostications. Donc, voilà mes pronostics pour l'année 98. Là, on va commencer par les mauvaises nouvelles, d'ailleurs il n'y a que des mauvaises nouvelles. La maladie à la mode cette année, ça sera la grippe du poulet. Vous savez, ça a déjà commencé. Et ce qui est intéressant, c'est que... si on reprend les dates des grandes pandémies au XXe siècle, on constate que la pandémie de grippe, dite grippe espagnole, qui était en réalité probablement une peste porcine, qui a fait 25 millions de morts, c'est-à-dire 3 fois le nombre de morts tués à la guerre de 14-18. Donc cette pandémie, ça a été 1917-1918. La pandémie de grippe asiatique, qui a fait 2 millions de morts à peu près, en 57-58. La grippe de Hong Kong. J'ai eu la grippe asiatique, j'en suis pas mort. Moi aussi je l'ai eu. C'était très chic à l'époque. Oui. Moi j'avais 10 ans, j'étais à l'école militaire. J'avais un peu plus. Oui, enfin à peine. Ah oui, à peine. J'étais à l'école militaire et tous les dortoirs, tous les dortoirs avaient été transformés en infirmerie. Pratiquement les 500 élèves sont tombés fauchés par la grippe asiatique et on n'a pas eu de perte. Donc, pourtant, c'était une école militaire. C'était une grippe très intéressante parce qu'elle avait un effet psychique. Elle n'était pas seulement physique, elle était psychique. Ah oui. On était asiatisé. Ah, c'est ça. D'ailleurs, je me rappelle avoir fait à l'époque dans Combat un article qui s'appelait une grippe métaphysique. Ouais. Parce que vous l'aviez, donc vous étiez... Oui, bien sûr. Donc la grippe asiatique, alors la grippe espagnole 17-18, la grippe asiatique 57-58, la grippe de Hong Kong qui n'était pas asiatique mais qui était de Hong Kong 67-68. Oh, extraordinaire, moi il me restait 6 élèves dans ma classe. Voilà. Et tous les autres étaient au tapis. C'est moi, bon. La grippe russe 77-78, elle a fait moins de bruit mais elle était bien aussi. Donc là 97-98, à mon avis, la grippe du poulet, on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est un petit détail de caractère symbolique. C'est qu'on nous parle tout le monde parle de la grippe du poulet, vous avez entendu, qui vient de Chine, etc. Tout le monde parle de ça. Or, on nous dit, il y a eu 4 morts. Et parce qu'il y a eu 4 morts, on tue tous les poulets chinois. On en est à 1 300 000 poulets, ce qui est le sacrifice de poulet, comme chanterait les ordures de NTM. Ça fait quand même beaucoup, 1 300 000 poulets. Alors, cela dit, dans le désordre, la confusion mentale générale, le responsable de la santé publique qui a donné l'ordre d'exécuter 1 300 000 poulets a fait cette déclaration. Il a dit « ça me fait beaucoup de peine pour les poulets ». Alors, donc je savais pas qu'à Hong Kong on élevait les poulets comme des animaux de compagnie. Moi je croyais qu'on élevait les poulets pour les tuer et les bouffer. Oui, mais alors il y a le problème du poulet chinois. Parce que... Oui, alors on va en parler. Oui. Je vais en parler, mais je voudrais dire d'abord, on est au cœur de la confusion mentale. Ah oui. Au cœur de la sensiblerie imbécile. Parce qu'on tue 1 300 000 poulets, effectivement, c'est assez frappant. Mais pour autant que je sache, de toute façon, ces poulets étaient promis à la mort. Bon. Comme nous tous, d'ailleurs. Mais comme nous tous, mais enfin, ils étaient promis à l'exécution d'aller les bouffer. La seule différence, c'est qu'on les bouffera pas, enfin j'espère.
Bon, Pas sûr. mais il y a une chose qui est tout à fait intéressante et qui mérite réflexion quand même, pour vous montrer que ce que je crois profondément, c'est que le monde est beaucoup moins apparent ou moins évident qu'il n'y paraît. C'est que on a donc exécuté, pour des raisons de santé publique entre guillemets, 1 300 000 poulets chinois. Comme on a exécuté plusieurs dizaines de milliers de vaches occidentales. Or, ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que la symbolique du poulet en Chine, c'est exactement la même que la symbolique de la vache dans la tradition occidentale. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que le poulet en Chine, pardon, ou plus exactement la poule, c'est la mère des hommes, puisque dans la tradition chinoise, à l'origine des temps, une poule noire et une poule blanche ont pondu chacune 9 œufs, d'où sont sortis respectivement les mauvais hommes des œufs de la poule noire et les hommes bons des œufs de la poule blanche. Autrement dit, la poule, dans la tradition chinoise, est la mère de l'humanité. Elle est à l'origine de l'humanité. Et c'est un symbole d'abondance et de fertilité. Et en Occident, la vache, le symbolisme de la vache, parmi plein de symboles, c'est la mère des hommes, puisque c'est elle qui a donné naissance à l'espèce humaine, la vache, et elle est symbole de fertilité et d'abondance. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même assez surprenant qu'à la même époque de métal, dans la grande tradition des grands cycles, on est à la fin du cycle du métal dans le Kali Yuga, enfin au plus bas du cycle infernal. Eh bien, on est en train de tuer en Occident et en Orient les animaux symboliques de la maternité. Oui, et mais de ces l'humanité. animaux, le problème, c'est de l'alimentation et de la façon dont sont élevés ces animaux. On l'a vu pour les vaches qu'on nourrissait avec de la purée de charogne, et les poulets. Je ne sais pas si vous connaissez ce détail affreux que raconte, je crois, Gilles Leroy, que les Chinois élevaient des poulets au cadavre. Oui. C'est-à-dire que c'est certains morts étaient laissés dans une fosse ouverte, on les arrosait pour que ça aille plus vite, et quand ils étaient pleins d'asticots, on lâchait les poulets qui se nourrissaient comme ça. C'est épouvantable, mais voilà la civilisation chinoise moderne. Alors on peut penser que des animaux nourris comme ça finissent par répandre des épidémies. Vous conviendrez quand même, André, que on est en rupture avec le ton général des médias audiovisuels qui nous des réveillons. On nous voit des chefs qui viennent nous donner des recettes. Ça, c'est le squelette du festin de Trimalcion. Oui, absolument. Ouais. Alors, autre prévision, j'ai trouvé, enfin ça c'est pas une prévision, j'ai trouvé un surnom pour Chirac. Oui. Et on peut l'appeler le président Béchamel. Parce qu'il est aussi fou que Deschanel, et en plus il nous a mis dans une béchamel pas possible. Donc je dépose le surnom, c'est moi qui l'ai inventé. Chirac, on va l'appeler maintenant le président Béchamel. Bon. Et il va démissionner, je vous signale. C'est obligatoire. Hein, voilà, Victoria l'a dit. Il y coupera difficilement, oui. De toute façon, ça commence à devenir un peu voyant, c'est le président Béchamel. Et si vous avez vu la carte de vœux de l'Élysée, dont la photographie a été publiée dans la presse, c'est extraordinaire. C'est un mélancolique. Vous savez que la mélancolie, c'est une maladie mentale. Oui, bien sûr. Et c'est un mélancolique. On a l'impression que l'Élysée est un cimetière. Il a choisi une photo. Je pense que c'est Claude, sa fille, qui a choisi la photo d'ailleurs. C'est à peine plus gai qu'une photo du Père Lachaise au cœur de l'hiver. Hein. C'est sinistrissime. Oui, effrayant. C'est le jardin de l'Élysée sous la neige, avec un arbre décharné et une façade grise. Peut-être que les institutions républicaines ont attrapé la grippe aussi. Oui, ça c'est voilà la meilleure nouvelle de l'année. Ah tiens, à propos de 666, 3 fois 666, pour l'année 666 multiplié par 3, le CSA vient d'autoriser par la décision 97-698 du 4 novembre 97 l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence. Alors le nom de cette radio qui sera voisine d'ailleurs de Radio Courtoisie dans la région de Caen, c'est 666.
Alors, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent à la symbolique, c'est quand même intéressant que une radio qui porte le chiffre de la bête soit autorisée à émettre dans la ville qui porte le nom du premier assassin de l'histoire. Car Caen, c'est Caïn. Ah oui. Voilà. Ceux qui veulent y voir un signe peuvent y voir un signe. Ceux qui n'y voient rien, ils n'ont qu'à rester aveugles. Voilà. 666. Ça émettra sur 99.1 à Caen. Alors, à propos de la démission de Chirac, vous savez que Perfit l'a déjà pratiquement réclamé. Oui, j'ai vu ça. En annonçant que De Gaulle, lui, il aurait démissionné. D'ailleurs, si je peux placer ce mot personnel, j'ai vu que De Gaulle avait dit à propos des Algériens, etc., nous serons inondés par les barbares, alors que moi j'ai été condamné pour avoir dit nous sommes sous l'œil des barbares. Je citais Barès. Et j'ai été condamné en 82. Oui, mais vous êtes un vrai résistant, tandis que... C'est pour ça qu'ils vous ont condamné. Ils ont peur que vous recommenciez. Tandis que l'autre, on est tranquille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, oui. Maintenant, il ne peut plus rien faire, mais autrement, il aurait fait comme tout le monde. Il serait pas comme l'autre fois, il serait parti en Angleterre. Il n'est pas dangereux. La panne de... Autre prédiction, donc. La panne de la gare du Nord, il y en aura d'autres. Parce que, contrairement à ce qu'on dit maintenant, c'est pas du tout un accident, cette panne. Vous savez que dans les heures qui ont suivi, immédiatement, les premières informations qui ont annoncé la panne, on a dit que c'était consécutif à des incendies qui avaient éclaté en plusieurs foyers. Ah oui. Et on a dit que les premières constatations permettent de penser qu'il s'agit d'incendies d'origine criminelle. Et puis immédiatement ça s'est arrêté, ça a été dit une fois, le matin très tôt, et puis ça s'est arrêté, et on a parlé d'accident. Or, il faut se rappeler que la gare Montparnasse a déjà fait l'objet a déjà été la victime, si j'ose dire, d'un incendie de même nature. Ce qui avait bloqué Jospin dans un train, d'ailleurs, il y a quelques mois, quelques semaines. Et puis, il faut se rappeler qu'à Marseille, le jour du tirage au sort des matchs de la Coupe du Monde de football, on a découvert qu'on avait tenté, entre guillemets, de mettre le feu au système d'éclairage et d'alimentation électrique du parc des sports, enfin du terrain de football de Marseille. Et à l'époque, on disait, les policiers disaient en privé, que ça c'était une opération de chantage. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, un groupe terroriste, un groupe de je sais pas quoi, qui a dit voilà, on va vous montrer ce qu'on peut faire. C'est un premier avertissement. Et si vous ne comprenez pas ce qu'on veut dire, eh ben on passera aux actes. Et donc ils viennent de passer aux actes à la gare du Nord. Ce qui a bloqué, ça a provoqué un véritable cataclysme, parce que on a complètement sous-informé là-dessus, mais la vérité c'est que depuis 3 jours, la gare du Nord est complètement bloquée. Et ne peuvent circuler que les trains de luxe d'ailleurs. C'est intéressant. Oui. Comme toujours. Intéressant. TGV et Thalys. Les banlieusards n'ont qu'à se démerder. Nouvelle religion en 98, avec comme rituel le brûlage d'auto. Il est intéressant de voir que depuis quelques jours, toutes les radios, toutes les télévisions et tous les journaux parlent de rite. Vous avez remarqué ? Oui, moi ça m'a fait sauter au plafond. Ça c'est la preuve qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, je sais bien que ça paraît parano de le dire, mais là on a la preuve évidente, qui donne des directives, qui dit voilà, on va dire ça maintenant, parce que c'est pas possible autrement. Le dimanche soir, on a vu arriver un sociologue autodéclaré à la télévision qui a dit il s'agit d'un rituel maintenant dans les cités, c'est un rituel. On brûle les voitures, c'est un rituel. Le lendemain matin, toute la presse était pleine du rituel. Le Monde a fait sa une dessus. Le rituel. Voilà. Donc, c'est une nouvelle religion. De plus en plus d'immigrés, je vous le signale, ça sera une des surprises de 98, puisque maintenant, les immigrés clandestins savent qu'ils ne risquent absolument rien, parce qu'il est clair qu'ils ne seront pas expulsés. Il y aura également une nouvelle vedette des médias qui va monter, qui s'appelle Jean-Marie Honoré, c'est le chef des chômeurs.
Alors il vient d'être désigné comme vedette médiatique par l'ensemble de la presse. Pardon. Sous le nom de Robin des Bois. C'est un truc qu'on connaît dans la presse, puisqu'on avait eu, au moment de la grève des routiers, ouais. Tarzan. Mm-hmm. Donc après Tarzan, Robin des Bois, le prochain, ça sera Jim Leclerc, probablement. Il y a un must qui va apparaître, un must social, c'est l'inceste. L'inceste va devenir très à la mode, vous allez voir. C'est absolument certain, la campagne vient de commencer dans Libération, selon un rituel, c'est le cas de le dire, absolument constant, la même chose que l'euthanasie, l'avortement, la pédophilie, etc. Alors là, on a eu un papier d'une madame Perelmutter qui demandait l'imprescriptibilité du crime d'inceste, ce qui était un article d'ailleurs d'une stupidité absolue, et puis en plus qui était directement inspiré par un téléfilm de série Z qui venait de passer à la télévision. Alors voilà comment fonctionnent ces gens. Il y a eu un film de télé qui a montré comment une avocate américaine était arrivée à faire voter par le Congrès des États-Unis une loi instaurant l'imprescriptibilité du crime d'inceste aux États-Unis. Jouée par une petite comédienne d'ailleurs qui était l'ancienne comédienne, qui petite fille avait joué dans La Petite Maison dans la Prairie. Ce film est passé. Une semaine plus tard, on a vu dans Libération sortir un papier demandant l'imprescriptibilité du crime d'inceste. Ce qui est une très bonne idée, à mon avis. D'ailleurs, on devrait abattre comme des chiens les gens qui se livrent à ça, mais l'article était un tissu d'ânerie. Pas l'idée en soi, mais l'article. Et immédiatement, cet article a permis de lancer une campagne sous la forme de plusieurs lettres qui expliquent que, premièrement, il ne peut pas y avoir d'imprescriptibilité du crime d'inceste, puisque le seul crime imprescriptible dans les siècles des siècles, c'est la Shoah, oui. Et que l'inceste doit être prescrit à la mort de la victime, ce qui est tout à fait intéressant, vous comprenez, comme idée, parce que ça veut dire que le gars qui commet un inceste, s'il tue sa victime, étant donné que son crime est prescrit du même coup, là, il n'y a plus de crime. Alors, on ne voit pas pourquoi il se gênerait. Hein. C'est intéressant comme idée, non? Donc, et deuxième réaction, Perelmutter ayant évoqué les conséquences psychologiques graves de l'inceste sur la victime, un correspondant de Libération écrit, c'est prétendre, dire ça revient à prétendre qu'Hitler était méchant parce qu'il avait été malheureux dans son enfance. C'est donc une position révisionniste. Voilà. Donc, je vous le dis, être contre l'inceste, c'est du révisionnisme maintenant. Vous allez voir, ça va être ça. Et ça revient à banaliser la Shoah. Je ne sais pas si vous suivez bien c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. En 98 également, on aura le droit de taper sur les hommes politiques. Alors là, on ne va pas se gêner, puisqu'on a eu la démonstration que les Martiniquais, des Martiniquais, pas les Martiniquais, Dieu merci, mais des Martiniquais, ont pu aller agresser Jean-Marie Le Pen avec la bénédiction de la douane et de la police. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef du commando qui, interviewé sur une télévision juste après l'opération, a dit « Je tiens à remercier mes compatriotes martiniquais qui ont fait preuve de courage. » Ils sont balancés à 40 contre un seul. Effectivement, c'est assez courageux. Tous, a-t-il dit, y compris les policiers et les douaniers, que je remercie ici. Ce qui veut dire que le chef des commandos a remercié les douaniers et les policiers d'avoir laissé perpétrer cette action. D'ailleurs, cette interview est passée une fois et ça a été fini, on n'en a plus jamais entendu parler. Apparemment, là, il y a encore une bavure journalistique qui a été commise. Mais évidemment, si certains Martiniquais peuvent se permettre de passer à tabac Jean-Marie Le Pen parce qu'ils l'ont décrété raciste, vous pensez bien que les patriotes sont du même coup, en vertu de l'égalité des citoyens devant l'absence de loi, autorisés à casser la gueule de n'importe quel homme politique qui aura proféré des propos anti-français. Et je me souviens par exemple qu'il y a un journaliste qui occupe aujourd'hui des fonctions éminentes dans un hebdomadaire connu, qui avait dit sa haine de tout ce qui est franchouillard, à raison de ce que c'est franchouillard. Donc je pense que si ce type-là se fait casser la gueule, personne ne trouvera rien à dire. On ne va pas inculper les gens qui lui taperont dessus. Ou alors ça voudrait dire qu'il y a des lois spécifiques
contre les gens du Front National, par exemple, qui ne sont pas appliquées au commun des mortels. C'est un peu comme si on prétendait qu'on va interdire à des juges élus sur une liste de syndicats considérés comme proches du Front National de siéger dans les tribunaux de prud'homme, alors qu'on autorise, au motif que ça serait une liste politique, alors qu'on autorise la CGT, qui est un pseudopode du Parti communiste, sans aucun problème à avoir des juges. C'est pas possible une chose pareille. Donc voilà, maintenant, la loi étant la même pour tous, on sait à quoi s'en tenir. N'oublions pas qu'en pleine guerre du Golfe, un ministre a quand même dit que l'ennemi du XXIe siècle sera le patriotisme. Oui. En pleine guerre du Golfe. Oui. C'est-à-dire que Chirac avait dit qu'il fallait garder l'arme nucléaire bien que la Russie ait disparu parce qu'il fallait pouvoir s'en servir si un régime d'extrême droite s'instaurait en Russie. Vous vous souvenez de cette déclaration? Voilà. Alors maintenant 2 nouvelles intéressantes. Un mot, un jeune, c'est-à-dire un jeune d'origine maghrébine, a été flingué par un habitant de la cité alors qu'il venait de tenter de le gazer en envoyant des gaz lacrymogènes par le trou de la serrure dans son appartement. Alors curieusement, ça a été annoncé comme un drame de la cohabitation, et pas du tout comme un crime raciste. Alors je me suis demandé pourquoi, jusqu'au moment où j'ai découvert dans le Figaro que le tireur était maghrébin. Eh oui. Voilà. Donc c'est évidemment pas un crime raciste. Un arabe qui tire sur un arabe, ça peut pas être un crime ça raciste. Peut pas. Et puis à Versailles, une Polonaise a écopé de 2 mois de prison ferme parce qu'elle avait volé des lames de rasoir dans un supermarché. Ça c'est Présent qui nous raconte ça. Le montant du butin était de 800 francs. Elle a volé 14 boîtes de lames de rasoir. C'est pas parce que les Polonaises ont les jambes poilues, c'est parce qu'elle va revendre les lames de rasoir en Pologne. 2 mois ferme. Alors j'ai fait le calcul, ça fait donc 1 mois de prison pour 400 francs. Moi, à la place de certains hommes politiques, je commencerai à me faire sérieusement du souci. Je pense que les patrons... Et même à la place du gouverneur de la Banque de France. Et je pense que les patrons du Crédit Lyonnais ont vraiment des cheveux à se faire. Parce qu'un mois pour 400 balles, ça représente, pour eux, ça doit représenter à peu près 12 000 ans de prison ferme. On se croit aux États-Unis, vous savez, on peut être condamné à 843 ans de prison. Voilà, et ben c'était les prophéties de l'année. Alors si je me suis trompé, on verra ça l'année prochaine, on pourra en parler. André Figueras, à propos de la rigueur des lois, vous avez remarqué que beaucoup de lois ne sont pas appliquées, ou plus exactement, qu'il y a des lois qu'on peut utiliser à son propre avantage. Qu'on pourrait essayer, oui. Voilà. Alors je voudrais donc dire que cette soirée ne sera pas complètement inutile, puisque vous apportez des étrennes à nos auditeurs. Oui, enfin c'est peut-être un peu beaucoup dire tout de même, mais quand même un moyen d'y songer. Parce que depuis longtemps je considère, je crois à juste raison, que le stationnement payant, qui n'est peut-être pas un phénomène capital, mais qui nous empoisonne l'existence quand même, et puis il faut attaquer le régime, le système là où on peut. Et quelquefois une maille rongée permet d'emporter autre chose. Ce stationnement payant est forcément anticonstitutionnel, puisqu'il institue la chose abominable entre toutes, une discrimination entre les citoyens. Et cette discrimination est quelquefois d'un ordre comique, ubuesque. La rue Daniel Casanova, tout près de laquelle j'habite, au mois d'août, elle est gratuite dans les numéros impairs et payante dans les numéros pairs ou l'inverse, parce qu'un côté est dans le 1er arrondissement et l'autre dans le 2e. Je pourrais vous citer ailleurs 2 avenues côte à côte. Dans l'une, le stationnement est gratuit sur la chaussée, payant sur la contre-allée. Dans l'autre, il est gratuit dans la contre-allée, payant sur la chaussée. Bon, et les tarifs sont divers. Alors, j'ai entendu une fois, car là aussi l'information n'a pas été beaucoup reprise, il me semble, que les cours d'appel de Chambéry, d'Aix-en-Provence et de Grenoble ont donné raison des automobilistes qui refusaient de payer le stationnement au motif très particulier que le tarif n'était pas le même pour les gens qui venaient du voisinage que pour les résidents. Car vous savez qu'il y a aussi un tarif résident. Bon, ceci suffisant à constituer une discrimination. Mais la discrimination est bien plus forte entre les gens qui payent et ceux qui ne payent pas, ceux qui payent 15 francs de l'heure, comme moi dans mon quartier, et qui payent moins cher ailleurs, qui payent le dimanche matin à Versailles et pas à Paris, enfin, etc.
Alors, ces gens de l'Ouest, enfin de la PACA, ont pu aller en cour d'appel parce que probablement ils avaient été devant un tribunal. C'est une voie de recours que l'on n'a pas a priori, puisque on se borne à vous infliger un paiement sans aucune intervention juridictionnelle. Alors, j'ai décidé de mettre la chose en route de la façon suivante. J'ai attendu, premièrement, de recevoir un premier avis m'enjoignant de payer non plus 75 francs, mais 220 francs. J'ai répondu que ce papier ne me paraissait pas du tout rigoureux au point de vue juridique, que je ne savais pas ce qui s'était passé, où ça s'était passé, que c'était pas signé, etc. Bon, ça a suivi, j'ai reçu le commandement de payer, cette fois 500 francs. J'ai fait une opposition à contrainte, que j'ai adressée à la trésorerie de Paris-Amende, rue de la Banque. Je peux vous interrompre une seconde, c'est que ça me fait penser, ça. Non. Ça me fait penser au célèbre gag dans un album de Tintin, où le capitaine Haddock n'arrive pas à se débarrasser d'un morceau de sparadrap. Alors, j'ai fait une opposition à contrainte que j'ai envoyée à la trésorerie de Paris-Amende, rue de la Banque, je crois. La trésorerie de Paris-Amende, non, c'est boulevard de Belleville, m'a répondu par une espèce d'imprimé. Il faut croire qu'il y a beaucoup de gens qui commettent la même erreur, que c'est pas eux que ça regarde le receveur général des finances, trésorier payeur général 19 rue Scribe, auquel j'ai écrit, qui m'a répondu une lettre de 2 pages. Vous voyez que, signée d'une madame Tolinos, qui elle a pris la peine de signer. C'est bien, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, puisqu'on me refusait de tenir compte de mes observations, j'ai fait un recours. Madame Tolinos vous écrit quoi? En somme, elle dit, allez. Ah ben, elle m'explique que c'est très bien comme ça. Voilà. Oui. En matière d'amende de stationnement, la loi du 30 décembre 85 a créé une procédure simplifiée permettant aux contrevenants d'éviter des poursuites pénales par le paiement d'une somme forfaitaire. En somme, c'est un cadeau qu'on nous fait. Oui, mais moi, je suis pas comme ça. Je suis comme Labrige de Courteline, ami des lois, et je voudrais que alors, Madame Tolinos m'ayant fort courtoisement répondu de la sorte, 1 page et demie, j'ai décidé de faire un recours devant le tribunal administratif. C'est très bien, le tribunal administratif, ça coûte 100 francs. Oui, ça vaut pas on le n'a coup, pas ça. besoin d'avoir un avocat, il est déjà horriblement embouteillé. Si tout le monde se mettait à y aller, ça serait très bien. Le tribunal administratif m'a accusé réception de mon recours. J'ai réécrit à Madame Tolinos en lui disant, ben voilà, vous m'avez envoyé un commandement, mais moi, maintenant, je suis devant le tribunal administratif. Alors, je considère que l'affaire est en suspens jusqu'à jugement. Madame Tolinos m'a renvoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en me disant que ça ne lui suffisait pas parce qu'il fallait que le tribunal décide une suspension de paiement. J'ai réécrit à Madame Tolinos, alors j'ai un peu de temps, je sais écrire, et je lui ai dit que si elle poursuivait, je déposerais plainte pour voie de fait. Voie de fait, oui. Qu'elle expliquerait ensuite au procureur comment on peut appliquer un jugement sans qu'il y ait eu citation, comparution, signification et recours. Et débat contradictoire. Mais bien sûr. Alors, j'attends maintenant de comparaître, si on veut bien me convoquer, mais je finirai sans doute par payer 500 francs. Vous allez finir par être abattu comme un chien. Mais je vous ferai remarquer que je leur ai coûté déjà très cher en correspondance et en temps perdu, et que si les gens qui ont le temps et qui peuvent dépenser 500 francs plus les 100 francs du tribunal administratif entreprenaient la même opération, ça commencerait à être assez rigolo. Ouais. Et il faudrait peut-être revenir au sujet d'une façon un peu plus sérieuse. Vous vous rappellerez sans doute, mon cher André Figueras, ce précédent qui émanait d'une personne que vous connaissez fort bien et qui avait eu cette idée parfaitement incivique, qui consistait au moment des déclarations d'impôts à envoyer sa déclaration d'impôt, mais il fallait aller d'abord à la mairie, se procurer ou au centre des impôts des formulaires vierges. Hein. Donc on se procure 5 ou 6 formulaires vierges, c'est parfaitement gratuit, on peut le faire. Et alors il envoyait, c'est mal de le faire, je précise, je n'invite personne à faire ça parce que c'est complètement incivique, mais il envoyait sa propre déclaration qui était tout à fait conforme au droit et à la rigueur. Et puis, comme il avait un peu de temps à perdre, ce garçon, qui était déjà, je pense, un petit peu retiré des affaires,
il faisait 5, 6, 10 déclarations totalement fantaisistes, et ensuite il prenait l'annuaire et il attribuait ces déclarations fantaisistes à des gens du quartier. Et puis il envoyait tout ça aux impôts. C'est très méchant. Non, parce que les gens du quartier, eux, envoyaient leurs propres déclarations. Bah oui, bien sûr. Oui. Si bien que le pauvre, comment dirais-je, agent du fisc, se voyait à la tête d'abord d'une vingtaine ou d'une trentaine de déclarations, dont 5 émanaient de la même personne. Ce qui le troublait énormément, ce qui l'obligeait à faire des vérifications en disant cher monsieur, je reçois 5 déclarations à votre nom qui ne correspondent pas, qu'est-ce qui se passe? Donc il fallait envoyer des correspondances. Et puis ensuite il fallait vérifier tout ça, c'était une perte de temps énorme. Vous vous rendez compte si tous les contribuables s'amusaient à faire ça? Même pas tous, mais ne serait-ce que quelques. Et on n'est pas obligé de mettre des noms de gens existants, on pourrait faire ça avec des noms inexistants, voilà, on peut faire de ça. façon à ce que ça soit encore plus noyant, parce que les correspondances reviendraient inconnues, etc. Enfin, mais une pagaille. Nous précisons bien entendu que c'est pas du tout une recommandation, il faut non, pas faire ça. Non, et surtout pas au nom de gens existants. Pas du tout. Parce que ça leur créerait, étant donné que ça marche machinalement par ordinateur, voilà. Ils recevront automatiquement 5 ou 6 avis à payer, Oui, ça, suivis de faut pas du tout faire ça. Faut pas du tout. C'est affreux. On peut dire encore sur les contraventions. J'avais dit à ce garçon que c'est très mal. Il arrive que ces contraventions qu'on met sur votre pare-brise, ce qui est encore tout à fait illégal, car en principe il faut vérifier l'identité d'un contrevenant avant de le poursuivre, mais elles sont, s'il y a une grosse averse, elles sont noyées. Il y a des gens qui s'amusent à les barboter. Donc, oui, c'est des manières. Ben non, c'est pas bien, mais vous ne l'avez pas non plus. Bon, je ne veux pas insister, nous y reviendrons sans doute. Vous me laissez quelques instants encore? Oui, alors vous aviez une autre chose amusante à nous. J'ai sorti dans le numéro qui vient de sortir de Lecture française, le numéro de décembre, j'ai retrouvé une loi qui a été votée à l'unanimité et qui instituait la protection de la main-d'œuvre nationale. Et alors, j'ai repris les débats, j'ai relevé certaines citations, et vous voyez, quand on parle de régions agricoles où la concurrence de la main-d'œuvre étrangère revêt un caractère absolument inadmissible, vous vous dites c'est du Le Pen. Préférence nationale. Ah non, c'est de Georges Monnet, ministre socialiste. Décider que quiconque travaille pour un réseau de chemin de fer ne pourra pas employer plus d'étrangers que si le travail était fait directement par le réseau lui-même. C'est-à-dire pas d'étrangers du tout. Jules Mock. Ah oui. Socialiste aussi. Il faut renforcer les pénalités contre les patrons qui ont employé irrégulièrement les travailleurs étrangers. Paul Ramadier. Le seul moyen de protéger la main-d'œuvre nationale est d'imposer aux chefs d'entreprise de payer aux étrangers le même salaire qu'aux Français. Roger Salengro. Encore un fasciste. Et on pourrait aller dire ça dans le Sentier notamment, n'est-ce pas? Par exemple. Parlez-nous du Sentier. Comment? Alors, je pourrais vous citer beaucoup d'autres choses. Enfin, les gens qui s'intéressent trouveront ça dans Lecture française. Et avec le texte de cette loi qui instituait un numerus clausus pour les travailleurs étrangers, qui était de 5% en général. Alors, cette loi qui a été votée à l'unanimité par la Chambre, toute tendance politique réunie, est-ce qu'elle a été abolie? Et toute loi qui n'est pas abrogée est en fonction. Par conséquent, il s'agit de savoir si cette loi de 1932 a été abrogée ou n'a pas été abrogée. C'est un sujet intéressant pour les jeunes chercheurs. Sujet intéressant. Il y aurait un troisième sujet, mais celui-là, il faudra peut-être, si on peut trouver un invité qui consente à en discuter avec nous, parler également des lois de séparation de l'Église et de l'État. À l'instigation d'un particulier, et non pas à l'instigation de l'évêque, que la loi ne connaît pas, puisqu'elle précise que la République ne connaît et ne subventionne aucun culte, donc elle ne connaît pas l'évêque. Alors, je voudrais d'ailleurs à ce propos... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais dire que vous écoutiez Radio Courtoisie, où Serge de Beckett... On s'en doutait. Serge de Beckett reçoit actuellement André Figueras. Et oui, je voulais dire à propos de ces questions... Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de quoi? On parlait de l'attribution des églises. Oui.
à propos de l'attribution des églises, il y a un papier qui est paru en 97 de l'abbé Bouchacourt, qui est aujourd'hui le curé de Saint-Nicolas. le curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, et qui était allé voir Monseigneur Lustiger, qui avait rencontré d'ailleurs Monseigneur 23, qui était le coadjuteur, pour lui demander une église dans Paris. Monseigneur 23 avait dit je vous enverrai une réponse. Et il avait présenté des arguments qui étaient assez fallacieux d'ailleurs. Et puis pourtant il est pas mal 23. Et il avait dit je vous enverrai une réponse. Apparemment la réponse n'a jamais été donnée. Or là on est au cœur effectivement comme vous le dites d'un problème grave parce que la République qui est laïque et qui n'a pas à rentrer dans des considérations de cet ordre délègue en quelque sorte aux évêques le droit de choisir les célébrants dans des lieux. Et de disposer des églises, de les accorder ou de les refuser. Qui appartiennent aux municipalités. Mais récemment, il y a un jugement qui a été porté par le tribunal, qui exigeait le remboursement par le Conseil général de Vendée des sommes engagées pour la réception du pape en visite en Vendée. J'ai vu ça. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que le pape est un chef d'État, puisque l'État du Vatican existe. Il est en même temps chef d'État et chef religieux. Ça veut dire que quand on recevra le roi du Maroc, qui est en même temps commandeur des croyants et chef de l'État... Il ne faudra pas dépenser d'argent public. Il ne faudra pas dépenser d'argent public pour le recevoir. Ben oui. Comment ils vont faire là C'est les musulmans qui vont payer la réception du roi du Maroc. Moi, j'invite quand même nos amis du Conseil général de Vendée à réfléchir à cette question, parce qu'à mon avis, c'est un bon sujet de débat. Alors, ça dit, je prends la parole encore 30 secondes pour vous donner une information sympathique, il y en a tout de même de temps en temps. Il y a à Montpellier un abbé nommé Jaïr qui sort de chez Monseigneur Vac et qui célèbre officiellement la messe de Saint-Pie V à la chapelle Saint-Roch. Et l'autre dimanche, le nouvel évêque de Montpellier est venu en soutane présider sa messe, a prêché, paraît-il, très bien, est allé déjeuner chez lui ensuite et s'est déclaré ravi. Alors, de temps en temps, la preuve d'ailleurs est là, c'est que même ceux qui ont peut-être une prévention, quand ils se trouvent en présence de ce que j'appellerais la vraie messe ou la messe tout court, quand ils la découvrent s'ils ne la connaissaient pas, ils sont frappés. Si ce sont des hommes honnêtes et pieux, ils sont frappés et ils changent. C'est amusant que vous parliez de ça aujourd'hui parce que le dernier numéro de Mondésie publie un conte de Marc Dème, un conte de Noël de Marc Dème, dont c'est très précisément le sujet. Ah bon? C'est je ne veux pas raconter l'histoire, mais c'est exactement ça. C'est un prêtre moderniste qui, à la suite de circonstances que vous lirez, parce qu'il faut lire ce conte qui est très beau, découvre la messe traditionnelle et se dit que finalement c'est pas si mal. Et ça se passe périodiquement au Barou d'ailleurs. Ben oui. Merci, cher André. À bientôt. Alors, tenez-nous au courant de la suite de vos péripéties contraventionnistes. Et puis, si on trouve un interlocuteur à l'archevêché qui veut y venir parler des églises, vous êtes d'accord pour l'accueillir? Tout à fait. D'ailleurs, je suis en ce moment en négociation, si j'ose dire, avec peut-être un évêque, enfin, avec un évêque qui viendra peut-être. Bon. Un évêque, comment dire, un évêque non pas de la tradition, mais de l'église conciliaire. Oui, bien sûr, oui. On va voir si... Bon. Voilà. Eh bien, merci. Bonne année. Bonne année à vous, André. Merci. Monsieur Serre, donc, nous allons parler de cette intéressante question des Templiers. C'est pas un sujet en l'air, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, puisque on a même appris que la princesse de Monaco, Grâce de Monaco, avait appartenu à un ordre templier. Elle avait réussi à appartenir à cet ordre de son vivant, alors que l'ordre n'a été créé que 2 ans après sa mort, ce qui quand même montre que là, on est dans le domaine du surnaturel complètement. Mais beaucoup plus sérieusement, on parle beaucoup des Templiers. Et j'ai pensé que c'était intéressant de vous faire venir, puisque vous êtes, je l'ai dit, un amateur de cette question, un amateur érudit de cette question, pour essayer de faire un peu le tri entre les escrocs et puis les véritables héritiers, s'il y en a, et puis d'autre part entre la pseudo-histoire et la vraie histoire des Templiers. Je précise, pour rassurer Victoria, qu'on lira les messages en fin d'émission. Oui. Alors,
La première question, est-ce qu'il existe aujourd'hui encore, de façon officielle ou de façon secrète, un ordre templier en France qui soit autre chose que les carabistouilles d'escrocs barbouillés en templiers pour tirer de l'argent à des demeurés et à des faibles d'esprit? Oui, cet ordre existe d'une manière très discrète, mais l'ordre du Temple est entaché d'une grande part de légende, d'une part historique, mais aussi d'une grande part de mystification propagandiste à des fins politiques. Et pour trier là-dedans les informations, c'est très difficile. D'autant plus difficile que toute l'histoire de l'ordre du Temple a été modifiée à des fins politiques à partir de Napoléon, et que nous sommes toujours dans cette même tradition de modification de l'ordre du Temple. Pour être précisément traditionnel ou traditionnellement précis, il faut poser quelques questions historiques. Premièrement, quand apparaît l'ordre du Temple? Alors, l'ordre du Temple apparaît en 1118. Mais cette parution est le concours de plusieurs phénomènes sociologiques. Tout d'abord, de l'an 800 en l'an 1000, il y a ce qu'on appelle les différents légendes du Graal, la recherche du Graal, qui dans différents pays s'appelle différemment, mais en fait c'est la recherche de l'identité chrétienne. Or, un peu plus tard, à partir de l'an 1000, les écrits du concile de Nicée commencent à se répandre, le calice devient le Graal devient le calice de la communion, les catholiques savent ce qu'ils sont et vont vouloir faire une imitation suprême de Jésus-Christ, et ça va être les croisades où les gens vont donner leur vie dans un sacrifice suprême pour imiter le Christ. Or, cette imitation suprême de Jésus-Christ correspond également avec ce qu'on appelle la réforme grégorienne, c'est-à-dire la volonté de revenir à un catholicisme traditionnel, pur et dur, notamment avec le pape Grégoire, qui voudra construire un royaume de Dieu vassal de Rome, ce qui va faire une nouvelle idéologie qui sera médiane dans ce qu'on appelle la guerre des Guelfes et des Gibelins, c'est-à-dire la volonté du Saint-Empire allemand de créer un empire de Dieu sur tout le bassin de la Méditerranée, et la volonté du roi de France qui se dit le seul parent du Christ, la seule continuité de la famille du Christ par l'intermédiaire de Sainte Anne, la tradition davidique, et les rois troyens, avec des rois mythiques comme Mérové, Pharamond, qui descendraient de Clodomir V, roi troyen, qui se serait marié avec la Titis IV, la 5e génération de la cousine de la Vierge, Sainte Anne. Donc cette famille qui descend du Christ, la monarchie française, va vouloir créer, elle, un royaume de Dieu sur tout le bassin de la Méditerranée. Et avec la réforme grégorienne, le pape dit ce n'est ni au Saint-Empire ni au roi de France de créer ce royaume de Dieu, c'est à l'Église catholique, puisque le Christ a choisi le pape pour constituer son Église. Et donc nous rentrons dans la réforme grégorienne, qui est possible aussi par le fait que avec Saint Bernard, il y a la séparation de Cluny et Cîteaux, où Cluny, avant tous les moines, travaillait dans la richesse de l'abbaye, à écrire, à faire des ouvrages magnifiques. Saint Bernard dit il faut revenir à un catholicisme de pauvreté, de prière, et il demande donc à ses moines de Clairvaux et de Cîteaux de ne faire plus que de la prière et du travail manuel, et pour l'ordre du Temple, du combat au nom de l'Église catholique pour ramener par la force l'Église orthodoxe au sein de Rome, d'où le pillage de Constantinople. Alors le fondement ou le fondateur de l'ordre du Temple,
il y a toutes ces nouvelles idéologies, ces concours de circonstances, mais il y a il y a un fait historique bien précis, c'est que le duché de Normandie, à l'époque, possède le royaume de Sicile. Or, le duché de Normandie était très vaste, parce que n'oublions pas qu'à une certaine période, Limoges et Périgueux étaient normands, et que le royaume de France était tout petit. Et donc, ce roi de France tout petit était encerclé par le duché de Normandie, avec ses alliés, le comte de Champagne, et tous les autres. Tout s'est bien passé avec le roi Saint-Louis qui était très très catholique. Ça se passera moins bien avec Philippe le Bel plus tard, qui va vouloir quitter la monarchie de droit divin et rentrer dans la monarchie absolue. Mais au moment de la constitution de l'ordre du Temple, ces familles normandes vont vouloir aller de Normandie au royaume de Sicile. Et pour cela, ils doivent passer dans la vallée du Rhône, qui, à l'époque, est le théâtre d'opérations militaires dans les deux conceptions du Moyen-Âge, la guerre des Guelfes et des Gibelins, la volonté du Saint-Empire allemand de créer un empire de Dieu, et le royaume de France de créer ce royaume de Dieu sur le même terrain, la Méditerranée. Et donc, ces familles normandes vont partir aux croisades et élire des gens de leur clan pour constituer l'ordre du Temple. Et nous avons ainsi Garimond de Péquigny, qui est le fils du vidame d'Amiens, qui part aux croisades comme prêtre et qui est élu patriarche latin de Jérusalem. Et à ce moment-là, n'oublions pas que ce patriarche latin de Jérusalem avait en garde le reliquaire qui contenait le morceau de la vraie croix, et que ce reliquaire avait la forme de la croix de ce que nous appelons maintenant de Lorraine, qui va être la croix patriarcale, qui va devenir la première croix de l'ordre du Temple de 1118 à 1138. Au moment de la création de l'ordre du Temple, ce patriarche demande à Saint Bernard de réunir le concile de Troyes, de faire la règle religieuse de l'ordre du Temple, parce que les premiers templiers se réunissaient selon la règle de Saint Augustin. Et donc, au concile de Troyes, Saint Bernard, avec son secrétaire de Saint-Michel, vont écrire une règle religieuse, mais qui a été commandée par Garimond de Péquigny, patriarche latin de Jérusalem. Garimond de Péquigny va également demander à Saint Bernard d'écrire la louange, un texte, la louange de la nouvelle milice, qui va faire l'apologie des Templiers et qui va permettre à tous les seigneurs, donner envie à tous les seigneurs de donner de l'argent et à protéger l'ordre du Temple. Donc, dans cette première partie de l'ordre du Temple, de 1118 à 1128, l'ordre du Temple est une émanation normande directement issue du patriarche latin de Jérusalem, Garimond de Péquigny. Lorsqu'il meurt, la réforme grégorienne est un peu plus avancée, et le nouveau patriarche qui succède à Garimond de Péquigny est Étienne de la Ferté, qui est l'ancien vidame de Chartres et l'ancien supérieur du couvent de Chartres, qui va vouloir transformer l'ordre du Temple en armée intégriste de l'Église catholique. Alors on dit parfois que c'était une espèce de police des chemins de Jérusalem. Oui. L'ordre du Temple a permis la libération et la libre circulation des pèlerins vers la Palestine. Mais cette police, qui avait pour but de permettre à tout croyant de faire une imitation suprême de Jésus-Christ, avec la réforme grégorienne, est allée bien plus loin. Avec cette réforme grégorienne, avec le pape Grégoire voulait instaurer sur tout le bassin de la Méditerranée, vassal de Rome, des royaumes de Dieu. Et tous les royaumes qui vont être conquis en Palestine, d'Éphèse, d'Antioche, de Jérusalem, seront vassaux de Rome, échapperont donc au roi de France et au Saint-Empire allemand, vassaux de Rome avec droit féodal normand, puisque l'ordre du Temple était une création normande. Donc dès le départ, on a en réalité une structure
de pouvoir, Oui. de pouvoir temporel, Géopolitique. oui, c'est ça, géopolitique pour employer des mots actuels, qui se, non pas qui se superpose, mais qui se substitue au pouvoir temporel traditionnel. Oui. Alors là, c'est, si vous voulez, un peu le sceau de l'ordre du Temple. On voit dans les sceaux de l'ordre du Temple un cheval qui représente l'énergie, la force, avec deux chevaliers ou deux lances. Eh bien, je vous explique, c'est que pour être dans l'ordre du Temple, il fallait être fils de noble. Étant fils de noble, on devenait chevalier dans son comté en recevant ses armes par le comte régional, qui vous donnait des armes et un titre, et qui transmettait l'allégeance que vous faisiez au comte au roi de France. Donc vous étiez, par l'intermédiaire de votre comte, en devenant chevalier, un vassal du roi de France. Mais lorsque les Templiers, vous n'étiez pas Templier pour autant, et pour Templier, il fallait devenir prêtre. Et lorsque vous avez fait des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, que vous deveniez prêtre, vous n'étiez toujours pas Templier. Ce qui vous faisait Templier, c'était l'acceptation de vivre selon la règle qu'on vous avait lue auparavant. Or, la règle du Temple, faite par Saint Bernard, dans l'idéologie de la réforme grégorienne, et du pur intégrisme, puisqu'on dit c'est parce que vous avez tué les ennemis de la croix que vous avez droit au titre et aux prérogatives de l'ordre du Temple. L'article 17 dit nul ne peut porter le manteau blanc s'il n'est soldat de Dieu. Et le deuxième patriarche qui intéresse la création de l'ordre du Temple, Étienne de la Ferté, lui a demandé au concile de Pise, 7 ans après le concile de Troyes, de verrouiller la règle du Temple en rajoutant 4 articles où notamment les femmes sont interdites, mais où on ne demande de ne fêter que certaines fêtes, et que ces fêtes-là, on ne fête pas d'autres fêtes, et que ces fêtes soient faites selon le concile de Pise. Et on verrouille cette règle en disant nous tenons et voulons que cela soit tenu fermement dans l'avenir. Donc la règle parce qu'il y avait beaucoup d'hérésies à l'époque, cette règle a été verrouillée pour que l'idéologie de l'ordre du Temple ne puisse pas varier dans le futur et qu'elle soit toujours l'armée de l'Église catholique. Et puis on arrive donc à la période de Philippe le Bel qui fait disparaître le Temple. Oui. Alors. Philippe le Bel fait son devoir de roi. Le royaume de France, étant dans sa conception le royaume de Dieu, va vouloir élargir son royaume. Et il a une âme damnée qui s'appelle Raymond Lulle, qui, par certains côtés, on peut dire que c'est un précurseur de la maçonnerie. Raymond Lulle imagine un stratagème, c'est de faire la réunion de tous les ordres de chevalerie sous la houlette du roi de France, et à ce moment-là, le roi de France deviendrait grand maître par la grâce de Dieu de toute la chrétienté. Mais comme les Templiers refusent de s'allier et de se confondre dans un ordre unique, le roi de France, ayant son ambition de créer ce royaume de Dieu, est obligé d'abattre cette armée qui guerroyait pour Rome dans une idéologie catholique et qui n'avait rien à voir avec l'idéologie du roi de France. Est-ce que l'exécution du grand maître du Temple met fin réellement à l'existence du Temple? Alors ça c'est une question qui vient un peu vite. Avant, je crois faudrait faire justice de certains avis contradictoires. On a dit notamment que les aveux des Templiers avaient été extorqués sous la torture, et puis on a dit en contrepartie que non, pas du tout, puisque dans d'autres Templiers qui appartenaient à des maisons étrangères avaient fait les mêmes aveux sans avoir jamais été torturés. Alors quelle est la vérité historique là? Alors il faut comprendre que l'ordre du Temple était un ordre ecclésiastique et qu'on ne pouvait l'abattre que selon le droit canonique. Et donc c'est le même processus qui s'est passé avec Jeanne d'Arc. Pour pouvoir détruire cet ordre qui était un ordre ecclésiastique, il fallait trouver dans le droit canon quelque chose qui permettait de le détruire. Or, il y a
on a reproché aux Templiers de cracher sur la croix, d'adorer le Baphomet, le Baphomet, d'être homosexuel. Alors si on reprend un peu l'histoire et qu'on prend par exemple le dictionnaire de Trévoux, c'est pas les encyclopédies, c'est qui ont inventé les dictionnaires. Le premier dictionnaire, c'est Saint-Louis qui l'a demandé. Il y a eu des dictionnaires très célèbres, comme le Calepin, par exemple, qui a donné la définition de chaque mot en plusieurs langues, chose qu'on ne fait plus actuellement. Dans le dictionnaire de Trévoux, on parle d'une secte, les Templarus, qui a existé 100 ans avant l'ordre du Temple. Cette secte agissait en Palestine, dans les temples, saccageait les temples, avait une idole, et brûlait leurs morts, et enduisait leur idole de la graisse de leurs morts. Donc en fait, on a reproché aux Templiers les agissements d'une secte qui s'appelle la secte des Templarus, qui agissait dans les années 1050, alors que l'ordre du Temple a débuté en 1118. Ce qu'on a reproché donc aux Templiers par la torture, maintenant aucun historien ne peut aller contre le fait que c'est un procès qui était inique et que l'ordre du Temple a été détruit uniquement parce que c'était l'armée de l'Église catholique et que Philippe le Bel voulait construire un royaume de Dieu qui soit vassal de sa couronne. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas comme on le dit dans les ouvrages de vulgarisation, ce n'est pas parce que c'était un État dans l'État, c'était simplement une continuité de ce qu'on appelle pour les historiens la guerre des Guelfes et des Gibelins. Alors, après cette exécution des Templiers, est-ce que l'ordre disparaît totalement? Est-ce qu'il continue à survivre? Parce qu'un auditeur, par exemple, nous dit il dit je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu dire que des Templiers pourchassés s'étaient réfugiés en Bourgogne et auraient été enterrés dans une très vieille et très belle église de Saint-Jean de Santenay. Pouvez-vous le confirmer? Donc, est-ce que ça a continué, l'ordre templier? Alors, il faut peut-être revenir à la création pour comprendre. L'ordre du Temple n'a jamais fait de chevalier. Il fallait être fils de noble, devenir prêtre, et lorsqu'on était prêtre, vivre selon la règle. Alors, toute personne qui était catholique, qui était chevalier dans un ordre, aussi bien l'ordre de Malte que la milice du Christ, et qui vivait, et qui était fait régulièrement chevalier, et qui vivait chez lui selon la règle du Temple, qui n'est pas une règle religieuse, qui est très draconienne. Elle est comme toute règle monastique, elle vous oblige à aller à 7 fois aux 7 offices, et de ne manger de la viande que 3 fois par semaine. Bon, à part là, quand vous avez vu ça, vous avez pratiquement fait le tour. Si vous ne pouvez pas aller à un office, vous devez remplacer l'office manquant par 13 prières. Donc n'importe qui peut, même au XXe siècle, vivre selon la règle, même s'il n'a pas le temps d'aller au 7 offices. Il suffit qu'il remplace un office manquant par des prières. Donc, il y a eu une continuité qui s'est faite dans certaines familles par ce processus. Il suffit de vivre selon la règle, ayant été fait chevalier. Oui, c'est la règle qui vous fait templier. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevaliers puisqu'il n'y a plus personne pour les adouber. Il y a encore des ordres de chevalerie authentiques, comme la milice du Christ. La milice du Christ, qui était d'ailleurs au départ, était cistercienne, vivait selon la règle du Temple, et avant qu'elle parte en Italie, à Montpellier, tant qu'elle était à Montpellier, au moment de sa création, vivait selon la règle du Temple. C'est que lorsqu'elle est revenue d'Italie, qu'elle est devenue dominicaine. Mais beaucoup de gens ont pu être fait chevalier dans cette institution qui est très très vénérable et vivre chez elle selon la règle du Temple. Ils sont dans ce cas-là, s'ils sont catholiques, s'ils sont monarchistes, d'authentiques templiers. Est-ce que ça a encore un sens dans la société actuelle de vouloir vivre selon la règle du Temple et quel sens ça peut avoir? Ça a un sens actuel de protection de l'Église traditionnelle. Ça a un sens aussi
prophétique, puisque dans plusieurs écrits et plusieurs prophéties, on dit que le gouvernement mondial sera renversé par une minorité de chrétiens qui vivront dans la clandestinité et restaureront un grand monarque. Ce qui fait que beaucoup d'hommes politiques, De Gaulle le premier, a essayé de noyauter l'or du Temple et a pris la première forme de la croix de l'or du Temple, la croix de Lorraine, comme emblème. Cette croix de Lorraine n'aura été remplacée dans l'or du Temple qu'en 1138 au concile de Pise, lorsque les Templiers vont faire allégeance directement au pape, et le pape en remerciement va leur donner le manteau blanc et la croix patée. Mais la première forme de l'or du Temple, c'était ce qu'on appelle maintenant la croix de Lorraine, c'est-à-dire la croix patriarcale, c'est-à-dire également la forme du reliquaire qui contenait la vraie croix et qui avait en garde les patriarches latins de Jérusalem. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui se considèrent comme templiers parce que dans leur vie quotidienne, ils respectent la règle du temple? Il y en a très peu. Il y a beaucoup plus de faux ordres templiers, maçonniques, le prieuré des Gaules, le Circès qui vient des Rosicruciens ou carrément certaines sectes, mais il ne faut pas, en contrepartie, oublier par exemple que le pèlerinage de Chartres, qui est dédié à Étienne de la Ferté, reconstitue peut-être, j'espère, une armée de Dieu pour la continuité de la foi catholique. Est-ce que vous, dans votre vie sociale, puisque on a dit au début de l'émission que vous vous présentiez comme cafetier buraliste, est-ce que vous avez le fait, par exemple, que vous êtes ouvert tout le temps, sauf aux heures où la loi vous oblige absolument à fermer, est-ce que vous avez l'impression d'accomplir une mission de l'ordre de la tradition, dans l'ordre de la tradition templière? Oui, je pense que la plus belle définition de la noblesse, c'est Joseph de Maistre qui l'a donnée. Joseph de Maistre dit, la noblesse n'est pas une caste qui dirige, mais une caste vers laquelle on se dirige. Comment voulez-vous que le peuple qui a été élevé dans une histoire truquée puisse se diriger vers des gens qui pourraient les guider si cette noblesse est séparée du peuple? Donc je crois que le premier rôle de la noblesse, c'est d'être présente dans le peuple et de leur servir de guide et d'exemple. C'est pour ça que nous avons ouvert ce café, pour être présent dans le peuple et pouvoir tendre la main au peuple et lui redonner un enseignement qui ne soit pas un enseignement idéologique révolutionnaire, mais un enseignement historique. Alors, je trouve que vous venez de répondre à une objection qui est faite par plusieurs auditeurs, qui ne sont pas majoritaires, mais qui disent, mais de quoi vous nous parlez? Parlez-nous de l'actualité, parlez-nous d'aujourd'hui, vous nous parlez de trucs qui se sont passés au XIIe siècle, des Templiers, des choses comme ça qui sont dépassées et tout. Moi, je ne crois pas que ça soit dépassé, je crois qu'effectivement, on est dans le cœur de la réalité quotidienne. Si on considère qu'on vit dans un siècle de métal et un siècle d'athéisme militant et triomphant, et un siècle satanique, on n'en sortira que par les voies de la tradition, et ça, je crois qu'on est au cœur de la tradition. Alors, maintenant, il y a d'autres questions qui sont des questions. Il y a des reproches qu'on vous fait, on vous dit que vous commettez des erreurs historiques, et on vous renvoie, ou on renvoie l'auditeur à des ouvrages qui sont, dit-on, des ouvrages de base. Alors, comme je sais que vous avez lu à peu près tout ce qui est paru sur ces questions, je vais vous demander votre opinion. On parle du livre de Régine Pernoud, Les Templiers. On parle du livre de Miogler, Vie et mort de l'ordre du Temple, paru au Seuil. Alors, il n'y a pas d'ouvrage sur l'ordre du Temple qui soit, à mon avis, intéressant. Peut-être, oui, Vie et mort de l'ordre du Temple d'Alain de Murger est un livre qui est assez sérieux. Mais si on veut trouver vraiment des bases, il faut lire des livres anciens comme le Ferreira, la règle de Curzon, la règle de l'avocat, Maillard de Chambure, Grouvel, Mensuel,
l'art de vérifier les dates, tableau chronologique servant à l'art de vérifier les dates. Ce sont des ouvrages de référence parce qu'après Napoléon, tous les ouvrages ont été modifiés sous la férule de l'abbé Châtel pour gommer tout côté religieux, tout côté monastique de l'ordre du Temple, tout côté de l'armée de l'Église catholique pour en ne mettre qu'un exergue, un symbolisme templier qui n'avait jamais existé auparavant. Cette modification avait des fins politiques très précises. C'est que Napoléon voulait légitimer la maçonnerie pour exporter la maçonnerie dans le monde entier, de manière à avoir des alliés devant ses armées et le présenter comme le libérateur des peuples de cette époque, donc où Napoléon a fait faire un faux ordre du Temple dans l'église Saint-Paul, date de cette époque de fausses églises comme l'église joanniste qui va donner les églises américaines, d'idéologie maçonnique qui va donner Atlantis, Paul le Court, le Hieron de Paris le Monial, d'où va découler l'ordre solaire par exemple. L'ordre du Temple a une vocation, je pense, qui est la première, c'est celle de sa formation, c'est de créer un royaume de Dieu sur terre. Ce royaume de Dieu, lorsque nous avons perdu la Palestine, devient à ce moment-là la France. Donc lors du Temple, il y a des résurgences templières chaque fois que la France est en danger. Actuellement, notre but principal est de faire comprendre que lorsqu'on élève des enfants dans une idéologie d'égalité, on élève des enfants dans une idéologie qui est une idéologie de mort. La base de la vie, c'est pas l'égalité. La base de la vie, c'est l'inégalité. Chaque fois qu'il y a inégalité, il y a vie. La base de la vie, c'est la circulation atmosphérique qui va pomper de l'eau salée sur Terre dans les mers, ramener de l'eau douce sur Terre. Et cette circulation atmosphérique est due à la différence des déserts et des endroits boisés. Chaque fois que vous avez des gens d'opinions différentes, vous avez une discussion. Et lorsqu'un pays vient à un haut degré d'égalité, la civilisation meurt. Voilà. Donc, c'est contre la pensée unique, ressuscitons l'ordre du Temple. Alors, je voudrais dire, il y a beaucoup de questions, mais on n'a pas le temps de les poser, et puis ce sont en général des questions de détail. Je crois que le plus simple, on peut aller vous voir, on peut aller débattre avec vous apporter la contradiction, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Alors, là, je vais vous demander l'adresse de votre bureau de tabac, café, caverne templière. Nous sommes au 35 rue de Rivoli, entre la mairie de Paris et la Tour Saint-Jacques. C'est pratiquement au pied de la Tour Saint-Jacques. Voilà, c'est pratiquement autour de la Tour Saint-Jacques qui était le départ pour les croisades. Ce n'est pas un lieu c'est pas par hasard. Qui a été choisi par hasard. Et alors, vous vous appelez Monsieur Serre, vous êtes le patron de cet établissement. Je me mets s'appelle le Café des Templiers. Le Café des Templiers. Et je me mets au service du peuple et je suis là pour être présent dans le peuple et apporter un enseignement. Voilà. Je crois que c'était. Je suis content que vous soyez venu parler de ça parce que vous faites partie de ces personnages de ce que j'appelle de la famille, c'est-à-dire de la tradition, qui sont quand même atypiques, comme on dit maintenant. Vous ne rentrez dans aucune catégorie préconstruite de la société moderne. Et je trouve ça bien. Alors en plus, peut-être que si on est très gentil avec vous, vous accepterez de montrer quelques-uns de vos trésors, parce que j'ai dit tout à l'heure que vous aviez une bibliothèque qui est une pure merveille, qui est une splendeur, avec des livres inimaginables. On peut même pas penser que des choses pareilles existent. Des livres qui ont 5 siècles, 8 siècles, qui sont des splendeurs, et qui vous aident à supporter le siècle. Les livres anciens avaient un avantage sur le temps, c'est qu'il fallait qu'ils soient approuvés pour être édités. Il y avait ce qu'on appelait le privilège du roi. Tandis que maintenant, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. On peut écrire que la lune est bleue, et dans peut-être 200 ans, les gens diront, les Français de l'époque croyaient que la lune était bleue. Oui. On peut faire. Alors si dans 500 ans on se base sur des ouvrages de notre époque maintenant,
les historiens ne sauront plus où donner la tête. Merci, Monsieur Serre. 35 35. rue de Rivoli. Rue de Rivoli, au pied de la Tour Saint-Jacques, le Café des Templiers. À bientôt. Merci. Bonsoir. Alors, des messages. C'est des Victoria, messages qui pour reviennent sur ce qui a été terminer. dit au cours de l'émission. J'habite à Caen. Je connais la radio 666 qui émet déjà depuis plusieurs années. Elle se trouve dans l'enceinte d'une maison de la jeunesse et de la culture subventionnée par une mairie socialiste, Hénouville-Saint-Clair. C'est ça. Elle émet uniquement des émissions de hard rock. Les messages diffusés par ces musiques sont sataniques et on ne les capte que lorsqu'on est sous l'emprise de la drogue. Je dois dire que 666, c'est un très faible taux d'écoute. Dieu, c'est 3. La victoire de Dieu sur la bête, c'est 3 fois 666, Ah bon. c'est-à-dire 1998. Ah on bah, c'est veut vrai. le plus cher. Eh ben, je pense bien. Alors, je préfère ça. Si on retourne le nom du docteur d'or, on constate que ça donne R-O-D, c'est-à-dire en phonétiquement Hérode. Oui. C'est beau, C'est le ça. contraire d'Hérode. Voilà. donc, docteur Dor. Oui, il y avait, vous savez qu'il y avait un vieux gars comme ça. Si on lit anticonstitutionnellement à l'envers, on s'aperçoit que ça fait quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Et puis c'est long à dire, j'essaierai pas. Pour faire suite à vos remarques sur les dates rigolotes et les coïncidences, il y a 2 jours, sur la Tour Eiffel, était affiché le chiffre 700, le nombre 732. Mais oui, mais ils sont pas partis. Nombre de jours avant l'an 2000, et ce jour coïncidait avec le début du Ramadan. Oui. 732, ça ne vous dit rien? Hmm. Alors, je connais quelqu'un qui, par esprit d'anarchie, enlevait les contraventions des voitures, d'où les difficultés des gens. Moi, ça m'est arrivé, une fois, j'ai reçu directement l'amende majorée et surmajorée. C'est une pauvre Donc, victime de. J'ai écrit, mais ils ont été très gentils. Ah bon, ça va. Ils ont trouvé que je devais avoir l'air bien honnête. Alors, on risque d'avoir rapidement la grippe du poulet en Europe, car autrefois, on renouvelait l'air des avions avant l'arrivée de nouveaux passagers. Aujourd'hui, on ne le fait plus par mesure d'économie. Si bien qu'un seul individu peut contaminer très rapidement un avion entier, etc., etc. Mon Dieu, la grippe du poulet. Quant à la grippe espagnole, c'est 1918-1919, et non pas 17-18. J'ai de la famille qui en est morte à cette époque. Suffit-il vraiment de 20 personnes hurlant « La Martinique ne veut pas de Jean-Marie Le Pen » pour que les médias répercutent l'information comme exacte? Beaucoup de Martiniquais soutiennent le Front National. Mais c'est bien ce que et j'ai on dit. tient à nous le dire, à nous le répéter. J'ai dit des Martiniquais, j'ai pas dit les Martiniquais, bien sûr. À l'église Saint-Séverin, attention, il y a une crèche avec l'enfant Jésus dans Oui. un vieux landau Oui, et Saint-Joseph qui porte un sac à dos. Et la Sainte Vierge en mini-jupe. Ah bah c'est très Oui. gentil ça. Est-elle mignonne? Que sont devenus les escrocs? Ça, c'est des questions en dehors de ce que vous avez dit. Pouvez-vous nous parler de l'affaire du sentier? Parce qu'on n'en entend plus parler. Bah, c'est une arnaque traditionnelle à la carte bleue. Je crois que les escrocs se sont enfuis en Égypte. C'est la fuite en Égypte. Que pensez-vous des attaques de Karl Zéro et qu'est-ce que c'est Rien, j'en pense cette absolument. affaire du trésorier? Je n'ai pas l'habitude de Il y a penser un aux pro- latrines. Il y a un procès entre Ça n'est pas un sujet de réflexion pour le moi. trésorier du Front National. Vous êtes au courant de ce procès? Non. Bon. Aux infos de 13 heures, on a précisé que la Fiat Uno, qui a percuté la voiture de la Didi, était conduite par un individu de type européen. Oui, j'ai entendu ça. N'est-ce pas interdit par la loi? Ça doit être un type du Front National parce que il avait le type européen, il avait un gros chien. Est-ce que vous pouvez nous dire si le Minitel 3615 libre journal de France 23 minutes fonctionne toujours? Oui, oui, bah, bien sûr, plus que jamais, oui, tout à fait. Il fonctionne très bien. Où se trouve le quartier des Templiers? On l'a déjà dit, Oui. 35 rue de 35 Rivoli. Où peut-on se procurer lecture française? Eh ben, À Duquesne à Diffusion, Duquesne-Diffusion. 27 avenue Duquesne. Très heureux de vous entendre en direct ce soir. Mais c'est la moindre Pouvons-nous chose. savoir quand nous entendrons Bernard Lugan? La semaine, oui, la semaine prochaine, le 7. Le 7, il vient Oui, le pour la premier fin- mercredi Le du premier mois, mercredi, oui. J'ai eu une annonce. Oui. Attendez, j'en ai encore une là. Tous les mystiques nous confirment que des catastrophes vont s'abattre sur nous. On nous conseille de lire un livre, je ne sais pas si vous le connaissez. La foudre de sa justice par Ted et Maureen Flynn, préface de l'abbé Laurentin. L'avertissement, le miracle, le châtiment. Et puis alors, vite, pour le pasteur Blanchard, il doit aider quelqu'un qui habite à Carpentras et qui est qui a besoin de Oui. beaucoup de choses. Donc Voilà. le plus difficile pour nous est de trouver une personne charitable et dévouée se rendant dans cette ville
pour y porter ce colis. Bon, on Nous donne, faisons si vous l'appel. voulez aider le entraide nationale du pasteur Blanchard, 01 41 12 10 62. 41 12 10 0 62. Voilà. Je signale vite alors que la prochaine réunion du Café Métaphysique aura lieu le vendredi 9 janvier à 20h au Café de Cluny. Vous savez que c'est notre ami Arnaud Guillot-Janin et Monsieur Levallois qui font ça. Le sujet sera l'alchimie, une voie intérieure avec Paul-Georges Tansonetti. Ça peut être tout à fait remarquable. C'est une bonne idée, ce café métaphysique. La première réunion a été un succès extraordinaire. Je voudrais signaler l'apparition d'un journal, d'une petite revue, enfin pas une petite revue, une belle revue, qui s'appelle L'Emploi en direct. Et l'idée est géniale. C'est vraiment le genre de truc auquel... C'est l'œuf de Colombe. C'est tout simplement des gens qui ont eu l'idée de faire publier les annonces de recherche d'emploi à l'usage des employeurs. Alors pour une fois, c'est pas les employeurs qui proposent, c'est les demandeurs d'emploi qui se proposent. Et c'est diffusé à 40 000 exemples, à 40 000 entreprises. Et apparemment, ça donne des résultats tout à fait intéressants puisque 75% des annonceurs ont reçu entre 3 et 4 réponses. Des demandeurs d'emploi. Alors ça s'appelle l'emploi en direct et c'est vendu dans tous les kiosques. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est pour ça que j'en parle. Le prochain numéro paraîtra le 15 janvier 98. Voilà, c'est l'emploi en direct. Je signale l'apparition de la nef et je signale aussi, pour finir, que notre ami Claude Giraud se joint à nous pour présenter, Claude Giraud, la patronne de Mondévy, se joint à nous, Victoria et moi-même, pour présenter tous nos vœux aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et leur souhaiter une bonne fin d'année. Très bonne fin d'année. À dans 15 jours. Que Dieu nous garde.